Ce matin, j'ai échangé avec Jean-Marc, qui est en Europe en ce moment pour une conférence, donc il ne pouvait pas venir participer à l'émission, mais il sera là mardi, ça va être extrêmement intéressant, on aura des nouveaux chiffres. Il me disait, le véritable effet du sondage, il va apparaître tout de suite évidemment, mais il va être à son sommet d'ici 4-5 jours, donc en début de semaine prochaine. Au-delà de ça, ce matin, il y a 3 instituts, dont celui de Jean-Marc, qui ont sorti des sondages sur Kamala Harris après ce fameux débat. Dans le sondage de Jean-Marc Léger, Kamala Harris a désormais, je ne veux pas me tromper, est en avance de 3 points. Donc on est au-delà de cette fameuse marge où on se dit, voilà, si elle veut gagner les républicains, attendez, je vous explique ça une seconde. Oui, les républicains, vous le savez, aux États-Unis, ce n'est pas on ne vote pas au scrutin universel, on vote pour un collège électoral. Il faut 270 grands électeurs pour gagner. Merci Thomas. Voici la carte état par état. Le chiffre que vous voyez, des fois on me le demande, le chiffre que vous voyez qui est inscrit sous les initiales de l'État, par exemple Texas TX 60, ce sont les nombres de grands électeurs. Vous avez CA, la Californie, vous avez un chiffre Nevada, 6, Arizona, 11, etc., etc. Et il en faut 270. Le premier candidat qui arrive à 270 a gagné l'élection. Même s'il a perdu le vote populaire. On a vu en 2016, par exemple, où Donald Trump a perdu largement le vote populaire contre Hillary Clinton, mais a gagné en nombre de grands électeurs, et du coup, est arrivé à la Maison-Blanche. On voit 306 à 232. Il a gagné de quelques milliers de voix dans des États clés, comme la Pennsylvanie, par exemple, qui à l'époque représentait 20 grands électeurs. Il a gagné dans le Michigan et dans le Wisconsin, donc des États qui étaient d'habitude démocrates. Et ça lui a permis, et l'Arizona aussi, ça lui a permis du coup de se retrouver à la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la carte actuelle, donc la première que Thomas vous montrait, on sait qu'il y a un avantage mathématique pour le candidat républicain. Parce que le nombre d'États, lorsque déjà on additionne les États qui sont en rouge, où on est certain que le candidat républicain va gagner, parce que ce sont des États solidement républicains, on arrive déjà à un nombre relativement important parce que ce sont des États, vous voyez le Texas par exemple et la Floride, qui sont extrêmement peuplés, ce qui fait que du coup ils représentent beaucoup de voix. Et lorsque je vous parle peuplé, c'est que ce chiffre de nombre de grands électeurs est lié à la démographie, est lié donc au recensement qui a été effectué sous Trump dans des conditions un petit peu particulières où on s'est rendu compte qu'il y avait des freins au niveau du recensement dans les États démocrates, pas mis par les États démocrates. Le recensement est une responsabilité fédérale, mais mise en place par la présidence Trump à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que la carte électorale a changé entre 2020 et 2024 parce qu'elle a mis en avant des phénomènes démographiques favorables aux États rouges. Donc, les républicains disposent désormais, lorsqu'on regarde par exemple la Californie en 2020, on voit que à ce moment-là, c'est 55 grands électeurs sur les 270 nécessaires, 38 pour le Texas, et grâce au recensement, le Texas a gagné deux grands électeurs qui tombent dans la colonne des républicains, et la Californie, qui était démocrate, en a perdu un. Donc c'est au départ, c'est un électeur de moins, un grand électeur de moins qui est au bénéfice du candidat démocrate. Et donc la carte aujourd'hui est favorable à Donald Trump.
Elle est favorable à Donald Trump et c'est pour ça qu'on se dit que si on veut compenser le vote public, le vote populaire et celui de cette nécessité, cette course à 270, il faut que Kamala Harris ait entre 2, 3 peut-être points. On va voir qu'en fait il y a des bonnes nouvelles aussi à ce niveau-là, mais on se dit de manière générale, il faut qu'elle ait 3 points d'avance sur Donald Trump. Et donc aujourd'hui, dans le sondage de Jean-Marc Léger, de l'Institut Léger, elle a ses 3 points d'avance. Et la tendance que voit Jean-Marc, il va venir nous expliquer mardi, c'est que ces chiffres-là vont encore augmenter. Et comme pour lui donner raison, juste avant l'émission, il y a eu 2 instituts de sondage. Sur un, je vais aller assez rapidement. Le premier, c'est Morning Consult. Morning Consult, pourquoi je vais aller rapidement parce qu'il n'est pas considéré comme de ne faire partie des meilleurs des instituts de sondage parce qu'en fait, il varie d'une méthode à l'autre, d'une méthodologie à l'autre selon les sondages et de taille d'échantillon. Il y a certains sondages de Morning Consult qui sont extrêmement intéressants où ils ont des échantillons de plusieurs milliers de personnes. Ils en ont un qui sort une fois par mois où ils ont un échantillon de 10 000 électeurs. 10 000 électeurs. Alors que les autres, que ce soit Jean-Marc ou ceux dont on va parler par exemple du dernier sondage Reuters ou Ipsos, je ne me rappelle plus, c'est environ 1000 personnes qui sont interrogées. Donc, une fois par mois, Morning Consult en a un qui est avec 10 000 personnes. Et plus l'échantillon est grand, plus on arrive à cette justesse dans le sondage. Et donc, malheureusement, ils ont aussi des sondages avec 500, 600, entre 500 et 600 personnes, donc ils sont moins bien classés. Mais ce matin, donc le premier Morning Consult fait uniquement après le débat, donne Donald Trump 45%, Kamala Harris 50%. 5 points d'avance. 5 points d'avance. On va regarder maintenant un sondage qui est tombé juste avant l'élection, qui lui, pour le coup, est considéré par rapport à son histoire et sa méthodologie comme un des meilleurs instituts de sondage des États-Unis. C'est une catégorie, vas-y Thomas, tu peux l'afficher, c'est une catégorie B+, je pense, ça arrive, voilà, il arrive, c'est le sondage Reuters Ipsos. Donc, il est considéré, il est noté, c'est le 17e institut de sondage des États-Unis. Il a une note de 2,8 sur 3. 3, c'est le maximum dans le classement des instituts de sondage fait par le site 538. 2,8 sur 3. C'est extrêmement important. Et on se rend compte que désormais, sondage fait sur 1400 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, on sait que lorsqu'on tombe aujourd'hui dans le likely voters, c'est-à-dire ceux qui vont aller voter, pas simplement ceux qui sont inscrits, les chiffres sont encore meilleurs pour Kamala Harris, qu'il y a une véritable intention chez les likely voters d'aller voter pour Kamala Harris. Mais là, ça c'est un échantillon qui est plus favorable à Donald Trump, 1400, marge d'erreur 3%, et Kamala Harris n'est plus dans la marge d'erreur. 47, 42, plus 5. Elle remplit la condition mise en avant par Jean-Marc Léger de nous dire, voilà, ça doit être du plus 3. Elle a désormais plus 5. On voit aussi sur la question de qui a gagné le débat, 53% des personnes qui l'ont vu déclarent que c'est Kamala Harris, 24% Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on demande aux républicains qui a gagné ce débat-là, que 53% des républicains disent que c'est Donald Trump, des républicains. On voit que simplement 14 disent que c'est Kamala Harris, c'est difficile de le lire, et que 31% préfèrent dire c'est personne, parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est Kamala Harris. Mais en tout cas, ce sondage est sorti au tout début de l'émission. Kamala Harris a
5 points d'avance, on la voit en progression. C'est extrêmement important parce que ces 5 points, c'est ce que l'on retrouve chez les autres instituts de sondage, plus 3 chez Jean-Marc, plus 5 chez Morning Consult et donc plus 5 chez Ipsos. Et quand on regarde la tendance, parce que ce qui est intéressant en termes de tendance, c'est le chiffre, c'est le tableau que Thomas vous montrait pendant que j'étais en train de parler, qui pointe, hein, j'aime beaucoup, on appelle ça un schéma holistique, qui pointe aujourd'hui la tendance sur tout le mois d'août et début du mois de septembre, sur les 28 derniers jours, on se rend compte que désormais, en moyenne, en attendant les premiers sondages post-débat, hein, parce qu'il y en a plein qui vont arriver, et comme Jean-Marc vous l'a dit, le sommet de l'écart, ça sera le début de la semaine prochaine. Donc là, nous sommes jeudi et on est déjà dans du plus 5. C'est de voir que il n'y a quasiment plus de sondages favorables à Donald Trump. Que la quasi-totalité des sondages, hein, vous les avez tous, là ce sont uniquement les sondages sérieux, catégorie A et catégorie B, c'est-à-dire ceux qui ont 3 jusqu'à 2,5 sur 3. Pas 2 sur 3, 2,5 sur 3. Donc ce sont des instituts de sondage auxquels vous pouvez faire confiance. On se rend compte qu'ils sont très majoritairement favorables à Kamala Harris, que son écart passe à 2,8 et que donc on voit le dernier qui monte jusqu'à 5%. Alors je sais, on va me dire, mais oui, c'est pas ce que raconte Nate Silver. On va voir immédiatement la courbe, parce que c'est la courbe que Donald Trump et surtout les, excusez-moi, les trolls francophones, c'est pas une courbe, excuse-moi Thomas, voilà, c'est celui-là. Ce sont une seconde. Une seconde. Voilà, me revoilà, désolé. Donc, les trolls, Donald Trump et les trolls francophones qui ne comprennent absolument rien sur l'élection américaine, les pro-Trump mettent en permanence cette information-là. Nate Silver, c'est qui? Nate Silver, c'est un statisticien qui s'est fait connaître en 2008 en commençant à mettre en avant une nouvelle méthodologie de statistique, de moyenne, pour anticiper qui allait gagner. Et il avait anticipé, en utilisant son outil, la victoire de Donald Trump et de Barack Obama, avec justesse, et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire une réputation méritée de quelqu'un qui a été habitué à gérer les sondages. Donc il a continué à faire ça, il a créé un site qui s'appelle 538, dont on parle très souvent, hein, qui a une valeur extrêmement importante parce que justement il y a une méthodologie derrière, parce que on fait des moyennes des sondages pour vous donner un instantané plus précis. On note justement les instituts de sondage pour voir ceux qui sont sérieux, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont une bonne méthodologie, ceux qui ont un bon historique, etc. etc. 538, il y a quelques années, Silver a vendu son site, il n'est plus associé avec eux, donc à chaque fois, merci Marie-Laetitia, à chaque fois que l'on met en avant les sondages 538, ça n'a plus rien à voir avec Nate Silver, qui a quitté la côte est des États-Unis, est venu s'installer au Texas, où il est devenu joueur de poker et il est impliqué dans tout ce qui est crypto-monnaie. D'ailleurs, il est conseiller d'un site
de paris sur donc de paris sur l'élection. On peut parier en utilisant la crypto-monnaie. Donc vous voyez très souvent, on en parle sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Polymarket, dont un des actionnaires est Peter Thiel. Peter Thiel, c'est l'homme qui est derrière, c'est un proche d'Elon Musk qui est derrière la candidature et derrière la carrière politique de J.D. Vance. Je ne dis pas que Nate Silver est aux ordres de Peter Thiel, mais c'est intéressant d'avoir toutes les informations. Et donc, il a créé son propre site. Il n'a pas eu le droit pendant quelques années. La clause est passée, qui s'appelle le Silver Bulletin, dont vous voyez, où il fait des moyennes et en plus de ça, il fait cette fameuse projection en disant qui est le favori, qui a le plus de chances pour gagner l'élection présidentielle. Déjà, c'est la première partie la plus importante, c'est que très souvent les chiffres de probabilité de Silver sont confondus par les pro-Trump qui n'arrivent pas à lire les mots et par Trump lui-même qui pense que ce sont des chiffres de sondage alors que c'est une probabilité. C'est pas la moyenne, ça ne veut pas dire, donc là en probabilité, il donne 61% de chance à Donald Trump de gagner le collège électoral, donc les 270 grands électeurs dont il a besoin. Ça ne veut pas dire que Donald Trump a 61% des voix, 61,6 dans les sondages, et Harris à 38,1. C'est deux choses complètement différentes. Il y a d'un côté les sondages et de l'autre des prédictions en termes de probabilité. D'accord ? Vraiment, il faut que vous compreniez ça parce que souvent les gens paniquent ou utilisent ces chiffres à tort. Ce qu'ils ignorent aussi, c'est que Nate Silver lui-même a expliqué que pour l'instant, il ne fallait pas regarder trop ses probabilités parce que son modèle qu'il a créé, son modèle de statistique, incluait le fait que après la convention démocrate, Kamala Harris bénéficie d'un rebond dans les sondages. Dans la réalité, elle ne l'a pas eu parce que ce rebond, elle l'a eu avant la convention démocrate. Et donc lui-même, il explique, il faut aller lire, c'est toujours intéressant d'aller au bout des informations, il faut aller lire ses blogs, il explique que son outil, pour l'instant, n'a pas encore assumé le fait qu'il n'y a pas eu ce rebond. Et l'outil, donc la machine, estime que s'il n'y a pas de rebond, c'est qu'il y a un rejet de la personnalité de Kamala Harris, qu'elle a échoué sa convention, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas, parce que le rebond a lieu avant, mais ce n'est pas un scénario qui est comptabilisé par sa machine. Et donc il dit, en attendant que l'effet convention disparaisse, c'est pour ça que Donald Trump se retrouve en tête, parce que mon modèle considère que Kamala Harris n'a pas convaincu après la convention parce qu'elle n'a pas eu ce rebond-là. Donc, il dit, revenez dans une dizaine de jours. Il aurait pu suspendre, comme l'a fait 538, lorsqu'ils se sont rendus compte que leur modèle fonctionnait mal. Ils ont suspendu leur modélisation pendant un moment, en disant, on est en train de retravailler là-dessus. Il y a certains vecteurs de notre modèle mathématique qui sont trop faussés dans un sens ou dans un autre. On va suspendre la chose. Nate Silver ne l'a pas fait, ce qui lui permet de faire parler énormément de lui, d'avoir énormément d'abonnés payants qui viennent s'inscrire sur sa newsletter. Il y a un autre problème avec la méthode de Nate Silver, c'est que il intègre, pour arriver dans ces probabilités-là, des compagnies de sondage qui sont notées entre 0 et 5 sur 20. Donc, parmi les pires compagnies d'instituts de sondage aux États-Unis, elles sont intégrées dans cette moyenne. Ce sont des instituts de sondage qui ont été créés par le Parti républicain, qui sont souvent dirigés par des anciens, voire des actuels conseillers de Donald Trump, pour justement jouer avec ce genre de sentiments, pour que, à un moment, Donald Trump dise « Mais regardez,
regardez, j'ai perdu l'élection, mais c'est pas normal. J'étais en tête dans les sondages, j'avais 61% de chance de gagner chez Nate Silver, et là, j'ai perdu. D'accord? Donc voilà sur Nate Silver. Donc quand on va regarder, et pour vous montrer que ce sont des chiffres, donc encore une fois, aller au-delà, aller dans la méthodologie, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, c'est que 538, qui est complètement gratuit et complètement transparent sur sa méthodologie et ne choisit que des instituts de sondage sérieux et notés catégorie A et B, on va voir leurs résultats à eux. Donc leur résultat à eux, c'est que Kamala Harris, actuellement, avant le débat, a 55% de chances de gagner, que lorsqu'ils font leurs projections, on en arrive là. 55 à 100. On n'est plus du tout dans la même catégorie, et ça, c'est avant l'effet débat. On va regarder maintenant, parce que c'est une élection qui se joue au niveau de l'État, ce que ça veut dire aujourd'hui en moyenne au niveau de l'État pour voir qui est en tête de cette élection. On arrive donc dans cette moyenne qui est faite par un site qui s'appelle le Vote Hub, qui utilise la même méthodologie que 538, les mêmes instituts de sondage. On se rend compte que lorsqu'on regarde les États clés, Wisconsin en tête, Michigan en tête, Pennsylvanie en tête, Nevada en tête et Caroline du Nord en tête. Que mathématiquement, si ces chiffres-là, même ceux qui sont serrés, seraient répétés, résultat, cela donnerait 292 grands électeurs pour Kamala Harris, donc au-delà des 270, et 246 pour Donald Trump. Et c'est important de voir ces états-là. On voit qu'en Pennsylvanie, qui est ce qu'on appelle le tipping point, c'est-à-dire que si Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, elle gagne l'élection, on se rend compte qu'il y a des États extrêmement importants. Il y a une autre statistique qui est intéressante à aller voir. C'est, Thomas, je ne me rappelle plus le nom de... C'est les chances de gagner l'élection si vous remportez un État. C'est le troisième document, Thomas. Voilà. Non, oui, juste à côté de celui que tu as utilisé. Voilà. On se rend compte, pour voir l'importance de cette campagne, si Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, où désormais elle est en tête avant le débat de 1,4. Je vous rappelle que la Pennsylvanie est l'État qui a le plus regardé le débat. Les plus gros chiffres d'audience sont à Philadelphie et sont dans la Pennsylvanie en général. Si elle gagne la Pennsylvanie, elle a 90,3% de chances de gagner l'élection. On voit aussi l'importance pour Donald Trump, il a 92% de gagner. Si on regarde au niveau de la Caroline du Nord, où désormais Kamala Harris est en tête, et Kamala Harris est actuellement, aujourd'hui, pendant que je vous parle, en Caroline du Nord, et elle y retourne la semaine prochaine, et Tim Walz aussi, vous allez comprendre pourquoi, si elle gagne la Caroline du Nord, elle a 89% d'être élue. Et regardez le sud des États-Unis. On ne va pas parler de la Floride et du Texas, mais si on part de l'Arizona dans le Sun Belt, même si l'Arizona n'a que 11 grands électeurs, si Kamala Harris gagne l'Arizona, elle a 93% de chances d'être élue. Pourquoi ? Parce que si elle gagne en Arizona, ça voudra dire qu'elle gagne très vraisemblablement le Nevada à côté, qu'elle a performé très bien en Géorgie et qu'elle a sûrement gagné au niveau de la Caroline du Nord. Donc, aujourd'hui, quand on prend ces importances d'États, on se rend compte que ces États, et ce sont les chiffres avant le débat, on se rend compte que ces États sont plus favorables, c'est serré, mais sont plus favorables pour Kamala Harris. On voit aussi ce qu'a fait le site que j'aime beaucoup, Split Ticket. Je vous avais déjà montré cette statistique-là. On voit qu'ils estiment que Kamala Harris a 226 grands électeurs sur les 270 de garantie,
que Donald Trump en a 219, malgré l'avantage de la carte électorale, et que si on regarde les États dont elle a besoin, elle a désormais une avance quasiment de 3 points dans le Wisconsin. C'est 10 grands électeurs, donc ça fait 236 sur 270. Et on voit que sur tous les autres, le Michigan et ses 15 grands électeurs, c'est quasiment désormais 2 points d'avance. Donc ces 25 qui viennent s'ajouter à ces 226, ça fait 251. Et on voit que si elle remporte la Pennsylvanie ou elle approche les 1 point d'avance, c'est 19, l'élection est terminée. On va regarder maintenant un autre tableau. Je suis désolé, j'en ai plein qui vient d'un site qui s'appelle le Vote Hub, qui est aussi un site de données qui utilise la même méthodologie, les mêmes sondages de qualité que 538. On voit qu'ils estiment 292, 246. On voit cet écart entre Trump et Kamala Harris. On voit le nombre d'États où désormais Kamala Harris est en tête. On voit la Pennsylvanie, on a vu 93-95% de chances de gagner. On voit que l'Arizona n'y est pas, mais ça commence à être serré. Que la Caroline du Nord y figure. Que désormais Kamala Harris a un avantage national avant le débat de 2,7 points. On est proche des 3 dont Jean-Marc nous parlait. Que sur l'État clé, la Pennsylvanie, celui qui fait basculer l'élection, elle a une avance moyenne dans les sondages de qualité de 1,4, donc elle est en avance, que les courbes se sont croisées à son arrivée et ne se sont plus recroisées, et ça c'est intéressant, eux estiment que l'avantage désormais du Parti républicain en termes d'écart est de 1,3. Donc ils estiment que si Kamala Harris termine avec 1,4 points d'avance en général sur Donald Trump, donc en dessous de 2, on n'est pas dans le 3 mis en avant par Jean-Marc Léger, elle gagnera la présidence. On va regarder maintenant, pour être complet, je suis désolé, beaucoup d'informations, mais je sais que vous aimez ça, on va regarder les derniers sondages avant l'élection, avant le débat. Et vous allez vous rendre compte que, vas-y Thomas, ça arrive, que hormis un seul, dans ces derniers sondages, hormis un seul qui était favorable à Donald Trump, tous les derniers sondages de qualité, ça arrive, tous les derniers sondages de qualité, non c'est pas ça Thomas, c'est celui où il y a écrit dernier sondage, voilà, celui-là, exactement. On voit l'avance désormais de Kamala Harris. Ce sont les derniers sondages de qualité avant débat. On voit Kamala Harris plus 3, égalité, plus 2, plus 3, plus 5, plus 4, plus 3, et donc ce seul sondage où Donald Trump a un plus 2. Ça, ce sont les derniers sondages sérieux avant le débat. On revient à ce que disait tout à l'heure Harry Enten sur CNN. La performance de Kamala Harris, l'échec de Donald Trump devrait permettre à Kamala Harris de gagner peut-être jusqu'à 2 points dans les sondages. Les nouveaux sondages qui sont sortis ce matin, c'est exactement ce chiffre-là, c'est ce plus 2, où elle a désormais 5 points. Donc vous imaginez cette moyenne. Et justement, en parlant de moyenne, Thomas, tu peux retourner sur le document juste avant pour vous montrer la tendance qui est extrêmement importante. On voit qu'une fois que les courbes se sont croisées, et ça c'est 538, on est à 2,6, 2,8 pour à l'avantage de Kamala Harris. Et donc, on va rajouter tous ces nouveaux sondages. Et donc, l'écart, à un moment, va mathématiquement s'agrandir. Est-ce que Donald Trump va réussir, et c'est tout l'enjeu de sa campagne, va réussir à faire diminuer cet écart-là? Je ne parle même pas de croiser les courbes, mais retomber dans ces fameux 2% uniques où ça lui permet de mathématiquement de gagner l'occasion. Il y a des mauvais indices pour lui. Fox News ce matin
vient de sortir son tracker, donc où il surveille ces fameux États clés, en expliquant qu'il y avait désormais un avantage en faveur de Kamala Harris et que surtout, dans 2 États, la Géorgie et la Caroline du Nord, Donald Trump avait désormais perdu son avantage et que donc ils avaient décidé de faire ce qu'on appelle un shift, de le mettre de rouge à jaune. Toss-up, ça veut dire que c'est trop proche pour se décider, d'après Fox News, et donc d'après les sondages Fox News, de dire voilà, dans ces 2 États-là, Kamala Harris peut battre Donald Trump peut gagner, mais en tout cas, c'était des États, des États qui, dans notre dernier forecast, notre dernière prévision, étaient rouges. Désormais, ils ne sont plus rouges. La tendance est favorable à Kamala Harris, et ça, c'était des chiffres avant débat. Justement, ces trends, cette tendance, je vais vous montrer deux derniers documents sur ces tendances-là qui vont vous démontrer que, on regarde en termes de probabilité, hein, ces fameuses projections en se disant, voilà, on voit qu'une fois que les courbes se sont croisées au début du mois d'août, plus jamais Donald Trump est passé devant Kamala Harris en chance de gagner. Il a rétréci l'écart avant le débat, mais on voit que c'est constant, de manière constante. Kamala Harris gagne l'élection dans la projection de 538, et on va regarder cette confirmation de cette tendance. C'est toujours extrêmement important de regarder, les moyennes, et 2, les tendances. Et donc vous avez cette tendance quasiment plate, même si à un moment l'écart était plus grand pour Kamala Harris. La tendance est là. En termes de grand électeur, c'est du 279, il en faut 270 à 250 et quelques. Et donc, ces chiffres-là, notez-le, sont avant débat. Et pourquoi je vous ai parlé autant de sondages aujourd'hui avec les réserves habituelles que je vous mets, c'est que ces sondages et ce débat ont lieu alors que l'Amérique, une partie de l'Amérique, a commencé à voter. Je vais vous montrer le bulletin de vote qui a été envoyé en Caroline du Nord, où RFK a réussi, ça a coûté des millions de dollars, mais a réussi à faire enlever son nom. Donc voici le nouveau bulletin de vote qui est envoyé en Caroline du Nord. Encore une fois, on remarque que Kamala Harris est en premier, que Donald Trump est sur la fin. Hein, c'était un tirage au sort qui a décidé ça à l'élection de 2020 et en 2016. C'était Donald Trump qui était en premier. Cette fois-ci, c'est Kamala Harris. Donc voici, les Américains ont commencé à voter. Et dans les jours prochains, le Michigan va commencer à recevoir ses bulletins. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est pour ça que je voulais vous montrer le Michigan. Donc, voici à quoi ressemble un bulletin de vote américain. Et vous voyez que dans le Michigan, il y a 2 pages. Donc on vous parle toujours du nombre de multiplications de questions auxquelles les Américains doivent répondre. Dans certains États, il peut y en avoir 2, 3, 4 pages. Mais le Parti républicain, le Michigan a fait quelque chose d'extrêmement utile. C'est que vous avez une première catégorie qui vous permet de cocher une seule fois, de dire voilà, en fait, je veux que tout l'ensemble du bulletin, ça soit pour telle couleur politique. Donc vous n'allez pas vous embêter à chercher. Vous dites voilà, je veux voter pour tous les démocrates, tous les républicains, tous les libertariens. Et le Michigan, qui est un État clé, donc vous donne cette option-là et de rendre votre vie plus facile. Et on remarque une chose, c'est que dans les candidats à la présidence, donc Thomas va résumer, on a là aussi tirage au sort, on a Kamala Harris en premier, Donald Trump en deuxième, et quand on descend, on se rend compte que Robert F. Kennedy, dans un État clé,
n'a pas eu le droit d'enlever sa candidature alors qu'il le souhaitait. On a considéré que c'était trop tard, que les bulletins étaient imprimés et qu'on n'allait pas faire ça et que ça allait coûter plus d'1 million ou 2 millions de dollars. En tout cas, voilà. Donc, on revient sur la question principale de cette émission, en 3 parties, qui a pris du temps et dont on va discuter dans quelques minutes est-ce que Donald Trump a-t-il déjà perdu l'élection? Je vous ai montré qu'il a perdu le débat. Il a perdu le débat de manière très claire, que l'argent va du côté de Kamala Harris désormais, qu'on commence à s'entretuer autour de Donald Trump, qu'il vient de refuser un 3e débat, que les données, les données, les moyennes, les tendances et les nouveaux chiffres qui arrivent sont favorables à Kamala Harris. Donc ça va être extrêmement dur pour Donald Trump de renverser la vapeur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être extrêmement dur. Et je vais terminer sur une vidéo, un extrait vidéo qui est assez exceptionnel, parce que la personne qui parle, c'est Frank Luntz. Frank Luntz, c'est un républicain. C'est rare qu'un républicain vienne parler directement. C'est un pro-Donald Trump. Il a travaillé, il y a encore quelques mois, pour la campagne Donald Trump. Luntz, c'est ce qu'on appelle un pollster. C'est quelqu'un qui réalise des sondages et sa spécialité, ce sont les échantillons qualitatifs. C'est-à-dire qu'il va aller sur des questions extrêmement précises. Il a des groupes d'électeurs, etc., etc. Et il était invité d'une émission où on lui a demandé, vous allez voir, il hésite en disant non, est-ce que je dois aller public ou pas avec cette information? On lui demande, de faire le bilan de la performance du débat de Donald Trump, et puis surtout, en dernière partie de la question, on lui demande de se dire, mais alors, est-ce que ça veut dire que Donald Trump a perdu l'élection? Et écoutez, cette réponse, c'est celle d'un républicain. Do you think Kamala won, and does that mean she may now win the election? I think more accurately it's that Donald Trump lost. And this is not the worst debate performance I've seen in my career, but it's very close to it. The conversations about people eating dogs and cats, calling the leader of Hungary one of the greatest world leaders, repeatedly missing the opportunity to focus on inflation and affordability, and the complete inability to present his point of view without completely tearing into into Joe Biden, into whomever was in his sights. It was a pretty negative performance, pretty pessimistic, cynical, contemptuous, and I think that this will cost him. Yes, I'm trying to decide if I want to go on record, and the answer is yes. I think that he loses because of this debate performance. Wow. Wow. Donc vous avez face caméra, officiellement, le sondeur du Parti républicain qui a fait toute sa carrière en aidant les campagnes présidentielles de républicains, qui pendant les primaires a suivi la campagne Trump, a aidé la campagne Trump avec ses groupes qualitatifs, qui vous dit que la performance de Donald Trump a été aussi terrible. Il parle des chats, des chiens, de ses attaques en permanence, de sa vision négative du monde et surtout des États-Unis, que oui, il hésite 2 secondes à la fin. Il estime que à cause de sa performance complètement ratée lors du débat, Donald Trump a déjà perdu l'élection américaine. Voilà. C'est à vous de juger. Je vous ai donné tous les éléments. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause de quelques secondes. Ne bougez pas. Et on se retrouve immédiatement dans Maintenant à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, pas besoin de cliquer sur un autre lien. Vous restez avec nous. Et justement, on va vous donner un lien, on va prendre vos appels en direct. On va répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment de les poser. On fait une petite pause et on se retrouve et on va discuter de tout ça. C'est nos dossiers de l'écran à nous, c'est notre libre antenne. À tout de suite.